C'est-à-dire que c'est simplement le constat de ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a faites, avec aussi bien des dirigeants politiques, que des militants, que des citoyens ordinaires. C'est l'idée que depuis, disons, la réussite du dialogue national, depuis la promulgation de la Constitution, l'arrivée du nouveau gouvernement dit de technocrates, on est dans une nouvelle phase où les différents acteurs politiques et des fois économiques auraient envie que le consensus dure. Et on sait que par nature, les élections, c'est quelque chose qui viennent battre en brèche le consensus, qui bat en brèche le consensus. Et donc on sent qu'il y a indirectement une peur de l'incertitude. On a peur, beaucoup ont peur que les élections donnent des résultats totalement inattendus. Donc d'un côté, on a un processus de déni psychologique de ce que pourraient être ces élections, où beaucoup de personnes disent de toute façon elles ne feront qu'entériner un compromis déjà négocié. Et de l'autre côté, on a des personnes qui se sont convaincues qu'au fond, finalement, les résultats seront équilibrés et que toute cette polarisation dans le sens négatif, c'est-à-dire cet affrontement entre islamistes et anti-islamistes, c'est du passé. Et donc le message, enfin s'il y a le message, s'il y a un message, le message il y en a un, le message principal, ça serait de dire que les différentes forces politiques doivent lever en partie ce consensus-là, puisqu'il fait partie finalement de la démocratie, tout en finalement se mettant d'accord sur des règles d'acceptation de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des ennemis, ce n'est pas des ennemis qui vont s'affronter, ce sont des adversaires qui vont être obligés de montrer qu'ils sont différents effectivement au moment des élections, mais qui en même temps doivent se donner des garanties. Et il semble que la Constitution, disons les principes constitutionnels, ne jouent pas le rôle vraiment de garantie, puisque beaucoup ont peur d'un côté, selon les résultats, si des résultats non équilibrés arrivent, qu'on a des sécularistes, entre guillemets, qui ont une grande majorité, beaucoup d'islamistes, de base islamistes notamment, ont peur d'une répression, et de l'autre côté, beaucoup pensent que si Narva fait un grand score, ils vont se retrouver dans la même situation finalement qu'en octobre 2011, à être les leaders d'une alliance gouvernementale, et qui dit leader d'une alliance gouvernementale dit que le dernier mot va leur revenir. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'on pourrait revenir à la case départ, ce qui pourrait être très dangereux, pas simplement en raison des variables internes proprement tunisiennes, mais en raison des variables régionales, c'est-à-dire ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Libye, qui peuvent avoir un impact. Vous savez, il y a des coups politiques aussi qui sont faits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de dire tout et son contraire, et c'est un peu le comble, enfin c'est un peu l'aptitude, disons, des politiciens. On ne peut pas inférer à partir de déclarations, mais c'est vrai qu'on a un processus au niveau régional de reprise en main. On a une certaine esthétique de régime autoritaire qui est en train de revenir, mais à mon sens, ce que, à la limite, pour la réussite des réformes qui doit lui être opposée, c'est pas une rhétorique inversée, consistant à dire que la véritable révolution, c'est finalement la destruction de la contre-révolution, parce qu'on revient au point de départ. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si on a des résultats équilibrés, admettons qu'on a des forces qui font 20-25, on a des islamistes qui font 20-25 et qu'il y a une entente qui se fait à partir de là, a priori, il n'y aurait pas de problème. On serait toujours dans cette idée, entre guillemets, de partage du pouvoir et d'alliance parlementaire, parce qu'il faut savoir, c'est au niveau parlementaire et aussi gouvernemental. Mais il y a une possibilité pour que ça ne se passe pas comme ça aussi. C'est ça qu'il y a, parce qu'il faut se rappeler qu'avant le 23 octobre 2011, on avait ce discours, on était là déjà et on entendait ce discours de la part, on avait donc les sécularistes, entre guillemets, qui étaient persuadés qu'ils allaient faire un grand score. Et de l'autre côté, on avait des discours de la part de Narva qui disaient « nous, le pouvoir ne nous intéresse pas, on veut 20-25% simplement, nous, on n'est pas là, on ne veut pas du tout qu'il y ait une islamisation of failure, c'est-à-dire que l'islam soit synonyme d'échec, parce qu'on sait que la situation est très dure, à tel point même qu'il y avait certains anti-islamistes qui disaient que Narva se préparait à mettre des sécularistes au poste les plus difficiles, comme l'économie et tous ces endroits-là, et le social, pour justement les décrédibiliser. Et personne n'avait prévu que tout le monde pensait qu'il allait avoir une union nationale, c'est un peu ce qui se dit maintenant aussi, il y aura peut-être un gouvernement d'union nationale avec toutes les forces, les forces politiques, et voire même syndicales. Or, il y a eu une alliance réduite, il y a eu une troïka où il y avait des sécularistes et des islamistes, mais qui était réduite. Et vous avez vu comment la tension est montée pendant toutes ces années.
Disons, comment dire, c'est-à-dire en fait on disait à l'époque, donc c'était en novembre 2013, qu'il fallait faire attention que la Tunisie n'était pas un failed state, justement. Parce que qui dit failed state dit la seule manière de régler le problème, c'est par la force. Et donc on sait que, même si on se situe d'un point de vue strictement sécuritaire, on sait que la force pure est très rare et n'est pas forcément couronnée de succès. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de la force, mais il faut aussi, disons, de la négociation qui n'est pas synonyme de faiblesse. Et c'est sûr qu'on le voit dans tous les pays, pas simplement dans le monde arabe ou en Tunisie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un lexique antiterroriste très fort, c'est un prétexte pour suspendre certaines libertés. D'autant plus qu'on est dans une phase de transition où finalement les libertés n'ont pas été encore acquises. Et c'est vrai que si la situation dégénère, il est possible qu'il y ait un état d'exception qui dure, et un état d'exception qui dure encore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les réformes, les véritables réformes ne sont pas faites, le pays finalement, dans un phénomène de dépendance au passé, fait finalement ce qu'il a l'habitude. Mais je pense qu'on ne peut pas opposer les deux, c'est-à-dire souvent on oppose d'un côté prévention à répression, on oppose négociation à force. En fait non, c'est un ensemble de tout. Mais il faut que les règles du jeu soient claires, il faut qu'elles soient partagées par les différents acteurs politiques, et puis qu'il faut qu'elles soient rendues visibles aussi. Parce que c'est vrai qu'on le voit, on a vu ce qui s'était passé après le 11 septembre 2001, un peu dans toute la région, et même aux États-Unis partout. Souvent, l'antiterrorisme est instrumentalisé, c'est sûr. Ça dépend parce que comment dirais-je, il n'y a pas de, enfin à mon sens, on peut pas dire qu'on a un processus révolutionnaire en cours. Enfin, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par révolution, ce qu'on entend par contre-révolution. Mais s'il y a un processus de démocratisation, une plus grande libéralisation politique, si on a un état de droit qui se constitue, si on a un processus institutionnel qui se met en marche et de réforme institutionnelle aussi, c'est vrai qu'une focalisation exclusive sur l'antiterrorisme, doublé du fait que les classes moyennes en ont un peu marre de cette incertitude, doublé du fait que certains secteurs de l'économie ont envie de stabilité, doublé du fait qu'il y a une instabilité régionale et que la Tunisie doit quand même être assez forte pour pouvoir résister, on ne sait pas, à des dommages collatéraux liés peut-être à la Libye. Il y a une concordance de facteurs qui peut faire que ces réformes seront remises au lendemain. Et ce qui est préjudiciable, puisqu'on sait très bien qu'un État autoritaire, dans le sens classique, est un État qui a une illusion de force et de stabilité, mais qui en fait ne l'est pas. Et ça, ce qui s'est passé entre le 17 décembre et le 14 janvier l'a prouvé.